Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de droit, les systèmes juridiques de l'Union européenne. Introduction. Qu'est-ce que le système juridique de l'Union européenne? Premier exemple. Monsieur Barnier, qui est le négociateur du Brexit, ne veut plus que les Français soient soumis aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un propos anti-européen qui illustre la question centrale des rapports entre le droit de l'Union et le droit national et la primauté du droit de l'Union. Cela remet en question le rôle de la Cour de justice et la force juridique de ses décisions et le lien entre le droit de l'Union européenne et le droit développé par le Conseil de l'Europe entre les deux cours européennes. Les cours, comparables par rapport à leur activité, n'ont pas les mêmes rôles. Elles n'appartiennent pas aux mêmes organismes. Le droit qu'elles font s'impose en fait en droit interne et donc on a un retour à la question de la proéminence du droit de l'Union européenne sur le droit interne. Deuxième exemple. Philippe. La décision des juges européens sur le temps de travail de nos soldats touche au cœur de la souveraineté et de la sécurité de la France. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne, dit CJUE, rendue le 15 juillet 2021, c'est un portrait sur le temps de travail des militaires. Philippe écrit tribune dans Le Monde dans lequel il déclare que cette décision est contraire aux droits nationaux les plus élémentaires. Ces propos illustrent les effets d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ici un effet direct. La décision ne concerne pourtant pas la France directement. Les juges slovènes posent une question et la CJUE répond en détaillant la question du temps de repos accordé aux militaires en particulier et ne fait qu'appliquer la directive sur le temps de travail. Cette décision est en apparence en dehors des considérations françaises, mais en réalité les conséquences sur la France sont réelles puisqu'il y a ici interprétation du droit de l'Union européenne et donc une soumission indirecte à cette décision. Le militaire slovène avait un recours possible au droit de l'Union européenne. Peut-on s'appuyer directement sur les dispositions d'une directive et en demander l'application par un juge? Cela dépend sur qui on cherche à agir. Ici oui, car il s'agit d'un État. Cela est moins évident contre une partie privée. Cela illustre la question du domaine du droit de l'Union européenne. Une réaction liée au fait que cela concerne l'armée, le droit de l'Union européenne devrait rester à la frontière, ce qui concerne l'organisation militaire des États, mais pas systématiquement réservé à l'État. Pareil pour la question du travail, on peut admettre une compétence de l'Union européenne. Comment déterminer les compétences et leur étendue de l'Union européenne ainsi que leur relation avec celle des nations? La question de réticence à la primauté du droit de l'Union européenne. Quelle atteinte à la souveraineté nationale? Est-ce que le système juridique de l'Union européenne autorise cette atteinte à la souveraineté? Y a-t-il une atteinte au principe de respect des identités nationales? Tout cela a un rapport délicat entre la souveraineté d'un État membre et la primauté du droit de l'Union européenne. Concept de subsidiarité. La Cour de justice de l'Union européenne, qui statue sur l'interprétation du droit de l'Union européenne, est-elle soumise au principe de subsidiarité? Qui peut intervenir dans un domaine donné? La CJUE dit qu'en cas de compétences partagées, c'est le plus performant et décentralisé qui le fait. L'interprétation du droit de l'Union européenne. Qui a la compétence pour interpréter la loi de l'Union européenne? Pour la CJUE, c'est elle-même. Selon Mazot, il existerait une interprétation évidente et naturelle qui reste néanmoins rare. Le rôle des États dans la construction du droit de l'Union européenne. La France fait entendre sa voix par le biais du Conseil de l'Union européenne, dans lequel elle est représentée, mais aussi au Conseil européen. Souvent, on a un décalage dont on n'a pas bien conscience entre ce que le gouvernement fait et dit à l'échelle nationale ou lorsqu'il se trouve dans l'enceinte européenne. Quand un État fait entendre sa voix, il n'a pas toujours bloqué les procédures. D'ailleurs, le vote au Conseil est à la majorité et non à l'unanimité. Le rapport entre les institutions européennes et les peuples, il y a un écart entre les peuples européens et les institutions européennes. Deuxième point de cette introduction. Quelle place pour le droit de l'Union européenne en droit? Le discours sur l'état de l'Union européenne de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, du 15 septembre 2021. Parlement et Commission travaillent étroitement ensemble. Le Parlement n'est pas à l'initiative de la loi, c'est le rôle de la Commission.
mais celui-ci fait de nombreuses propositions de loi et se tient à cette résolution de plus en plus. On a des présentations des initiatives phares que la Commission entend entreprendre au cours de l'année à venir. Quelques points: poursuivre l'effort de vaccination, les questions de fiscalité liées au social pour lutter contre l'évasion fiscale, décidées à la majorité pour le social et à l'unanimité pour le fiscal, la place centrale dédiée à la jeunesse, combler les déficits de financement en matière de lutte contre le réchauffement climatique, l'amélioration des conditions de travail et des soins de santé, la transformation numérique, intensifier la coopération en matière de sécurité et de défense et approfondir les partenariats de l'Union européenne avec ses alliés, et enfin défendre les valeurs et les libertés européennes pour protéger l'état de droit. Le Pacte vert pour l'Europe, European Green Deal, de décembre 2020. La Commission propose la transformation de l'économie et de la société de l'Union européenne pour concrétiser les ambitions climatiques. L'objectif d'un continent climatiquement neutre d'ici 2050. On citera: tous les secteurs de notre économie devront passer à l'action. L'Union européenne fournira également un soutien financier et une assistance technique pour aider ceux qui sont le plus touchés par la transition vers une économie verte. Il s'agit du mécanisme pour une transition juste. C'est une mise en œuvre du Pacte vert au 14 juillet 2021. La Commission européenne a adopté une série de propositions visant à adapter les politiques de l'Union européenne au Green Deal. Troisième point de cette introduction, les difficultés du droit de l'Union européenne. Premier exemple. M. Orban aime dire qu'il construit une démocratie illibérale. Je dirais qu'il construit une démocratie malade. Que faire quand à l'intérieur d'une communauté de droit, un État membre tend à sortir du cadre démocratique? Le rapport annuel de l'état de droit, c'est un bilan général et une analyse de situation dans chaque pays. Le rapport de 2021 sur l'état de droit, à Bruxelles. Il vise les problèmes les plus aigus comme l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté de la presse et le pluralisme des médias. Sont en cause ici la Pologne et la Hongrie. On a des questions de discrimination et des droits de la communauté LGBT avec la déclaration d'Ursula von der Leyen au Parlement européen le 7 juillet 2021, suite à des mesures prises par la Hongrie d'une loi qui porte sur les contenus de certaines publications destinées aux jeunes qui ferait la promotion d'une certaine orientation sexuelle, et la Pologne, où on a la création de zones sans idéologie LGBT. La Commission ouvre donc des procédures contre ces pays. L'article 7 du traité sur l'Union européenne, que l'on dira aussi TUE, disposition qui prévoit une démarche pour faire face aux situations dans lesquelles un État présente un risque de violation grave des valeurs de l'Union européenne visées à l'article 2. En 2017, la Commission européenne a déclenché l'article 7 vis-à-vis de la violation de l'article 2 contre la Pologne. En 2018, le Parlement européen active l'article 7 contre la Hongrie. Sur le terrain de l'action en justice, la Cour de justice de l'Union européenne, la Grande Chambre, en date du 19 novembre 2019, posera les questions suivantes. Comment peut-elle se déclarer compétente pour juger de l'indépendance des juges, notamment ceux de la Cour suprême des États membres? La Cour est-elle compétente pour statuer sur le dysfonctionnement des juridictions nationales? Que nous dit l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux? C'est un droit à un recours juridictionnel effectif. Cette charte ne s'applique pas dans tous les cas, que dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Ici, la Cour juridique de l'Union européenne fait passer ça sous la directive de 1978, qui traite notamment de discrimination de l'âge, puisque les juges avaient été changés, car une loi a été passée pour dire qu'après 62 ans, on ne pouvait plus être juge, donc les plus vieux, on les remplaçait. C'est une forme de discrimination sur l'âge, donc la directive s'applique, et de ce fait, la charte s'applique, donc on doit respecter l'article 47. La Cour juridique de l'Union européenne ne peut donc statuer que si la situation rentre dans le champ de sa compétence. CJUE du 15 juillet 2021. La Cour a utilisé une autre voie pour rentrer dans l'application du droit de l'Union européenne. L'article 19, paragraphe 1, alinéa 2 du traité sur l'Union européenne. Elle se fonde sur cet article en disant qu'il impose que lorsque les juges nationaux doivent statuer sur le droit de l'Union européenne, alors l'État doit respecter pour cette juridiction le droit à un recours effectif qui est contraire au droit de l'Union européenne.
Cela est-il plus efficace que l'utilisation de l'article 7 ? Il n'y a rien d'évident. On fait plein d'arrêts, mais la situation ne s'améliore pas. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que la Cour juridique de l'Union européenne n'abandonne pas. Elle continue de lutter. Ces décisions viennent de la saisine de juridictions nationales menacées par ces réformes. La CJUE intervient et répond à ces appels à l'aide comme elle peut, mais elle n'est pas là. Un autre moyen encore, c'est l'arme de l'argent. Le règlement 2020-2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de la conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. L'idée est que pour sanctionner ces pays qui ne respectent pas la valeur de l'Union européenne, on leur coupe leurs aides qui leur sont précieuses. Ainsi, vont être conditionnées les aides au respect par les États membres des principes de l'État de droit. La décision de suspendre le versement des aides peut être prise par un vote du Conseil à la majorité qualifiée, soit 55% des États membres représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. Mais 2 actions en annulation du règlement ont été introduites par la Hongrie et par la Pologne. Avant d'aborder le 4e point de cette introduction, on s'arrêtera sur quelques questions du Brexit. Tout d'abord, on a le référendum en juin 2016, puis la notification en mars 2017 et le projet d'accord UE-UK en mars 2018. Un accord de retrait accompagné d'un protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, adopté le 17 octobre 2019, puis entré en vigueur le 1er février 2020. C'est la période de transition jusqu'au 31 décembre. Un accord de commerce et de coopération signé le 30 décembre 2020, appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et puis entré en vigueur le 1er mai 2021. Enfin, il y a un accord de libre-échange et un partenariat sur la sécurité des citoyens ainsi qu'un cadre de gouvernance globale. 4e point. Les apports du droit de l'Union européenne au droit. L'intérêt du droit de l'Union européenne est de déplacer le niveau auquel on agit. On ne fait pas ce qu'on pouvait faire à l'échelle nationale. Par exemple, il y a la liberté de circulation, on ne peut pas le faire à l'échelle nationale, plus l'espace de liberté, de sécurité et de justice, avec un pacte vert. Quelles sont les 4 grandes libertés ? Marchandises, personnes, services et capitaux. Les règles qui ne peuvent exister que parce que le droit de l'Union européenne existe lui aussi. Aujourd'hui, on a un grand développement avec un marché unique numérique qui est régulé par les RGPD 2016/79 en 2016 et le règlement sur l'accord à un Internet ouvert 2015/2120 en 2015. Il y a 2 règlements qui devraient être adoptés début 2022. Le premier est le Digital Markets Act ou DMA, qui concerne la régulation des activités des grands auteurs numériques. Le second est le Digital Service Act, soit DSA, qui est une mise en responsabilité des plateformes au regard des risques significatifs qu'elles induisent ou leurs utilisateurs dans la diffusion de contenus et produits illicites, dangereux et contrefaits. Le mandat d'arrêt européen, une décision cadre du Conseil du 13 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, permet de remettre une personne aux autorités judiciaires d'un autre État. On a aussi la création d'une institution autonome, le Parquet européen, en 2017. Celui-ci n'implique pas tous les États de l'Union européenne, mais il permet d'agir pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne à l'échelle européenne. Il met donc en place des actions et repose sur un pivot européen. Enfin, dans la réalité, pour que cet espace fonctionne, il faut une acceptation de l'autre comme similaire, une confiance mutuelle, qui suppose un certain degré de proximité au niveau juridique et au niveau des valeurs. L'avis 2/13 de la Cour de justice, un principe de confiance mutuelle est indispensable dans l'Union européenne car il permet la réaction et le maintien d'un espace sans frontières intérieures. Première partie de ce cours de droit européen. Le droit européen et les droits nationaux. Section 1. La question des compétences de l'Union européenne. Quelles sont les compétences de l'Union européenne ? Tout d'abord, on a l'union contestée. C'est une compétence de l'Union européenne qui est une évidence. Organisations nationales, notamment militaires, et qui peuvent se voir menacées. L'Union peut-elle imposer sa loi aux États membres ? Devenue une entité supranationale de plus en plus forte,
l'Union européenne est perçue comme capable d'imposer ses règles, même quand les États membres s'y opposent. Propos sortis du journal Le Monde en 2019. Personne ne sait quelles sont les compétences de l'Union européenne, mais il y a toujours quelqu'un qui les conteste. On a toujours une opposition et une contradiction. Comme premier exemple, on peut aborder l'enseignement supérieur en Hongrie. Il est question de l'université privée Soros, une université qui gêne donc la volonté de remettre en cause et donc une modification de l'enseignement supérieur pour en garantir la qualité. Est-ce donc prévu par le gouvernement que cet établissement et donc le siège est à l'étranger et peut avoir des activités en Hongrie uniquement avec l'aval du gouvernement. L'objectif est donc clairement d'interdire l'enseignement dans la dite université. La loi est cassée par la Cour juridique de l'Union européenne. La Commission a dit que cela viole l'accord général sur le commerce des services signé par l'Union européenne, ainsi que la directive 2006/13 sur la prestation de services, mais cela viole aussi les droits fondamentaux de l'article 16 sur la liberté d'entreprise, l'article 13 sur la liberté des arts et des sciences et l'article 14 sur l'éducation. La Hongrie répond que la Cour juridique de l'Union européenne n'est pas compétente pour connaître de l'action en manquement car l'éducation ne relève pas de ses compétences. Deuxième exemple, c'est le programme d'opération monétaire sur titre mis en place par la BCE. On a des difficultés dans certains pays à faire face à leurs dettes souveraines. L'idée est de racheter des obligations souveraines sur le marché pour soutenir le cours de ces obligations. Mais il est interdit d'intervenir sur le marché en soutenant les États sur les marchés. En 2012, la BCE présente l'opération monétaire sur titre. Celle-ci est censée apporter de la stabilité financière des États grâce à des achats d'obligations souveraines selon certaines conditions et modalités. Le programme est contesté surtout en Allemagne. La question préjudicielle formée par l'Allemagne à la Cour juridique de l'Union européenne, qui en réalité n'en est pas une, mais est plutôt une affirmation. L'objectif est plutôt de pousser la CJUE à dire que ce programme est hors de ses compétences et donc invalide, mais la CJUE déclare que c'est bien dans ses compétences et que donc le programme peut être mis en place. Cour constitutionnelle allemande le 5 mai 2020. Celle-ci se prononce contre le programme de rachat des dettes publiques par la BCE et si rien n'est fait, elle demandera à l'Allemagne de se retirer de ce programme, pourtant déclaré valable par la CJUE. C'est une mesure importante et grave. Finalement, des éléments complémentaires ont été apportés. Les compétences de l'UE et les compétences nationales s'affrontent-elles? Doit-on parler de concurrence ou de complémentarité? Les États perdent-ils nécessairement des compétences au profit de celles européennes ou alors en gagnent-ils? L'intervention de l'Union européenne dans les domaines relevant auparavant de la compétence nationale est un remplacement par le droit de l'Union européenne du droit national. Un autre aspect, c'est l'intervention de l'Union européenne dans de nouveaux domaines, comme par exemple la monnaie unique. Ici, on ne peut parler de perte de compétences. Ce ressurgissement de la contestation de ces compétences met à mal quelques enjeux forts. Certains choix politiques nationaux sont remis en cause, des pouvoirs des institutions nationales sont limités voire supprimés, et peut-on parler aussi d'une atteinte à la démocratie? Un dernier exemple, la décision des juges allemands pose la question en termes de démocratie. Si l'Union européenne dépasse ses compétences, c'est une atteinte à la démocratie pour l'Allemagne. Deuxième point de cette première section, l'union limitée. Principe de compétences attribuées. Ces compétences attribuées existent en droit de l'Union européenne depuis deux grandes décisions. La première est l'arrêt Van Hienten-Loos en 1963. C'est un nouvel ordre juridique de la communauté européenne et c'est un ordre au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains dans des domaines restreints. Deuxième grande décision, c'est l'arrêt Costa-CNL. Certains pouvoirs réels issus d'une limitation de compétences ou d'un transfert d'attribution des États à la communauté. Mais ce ne sont que des pouvoirs restreints et limités. L'article 5 du traité de l'Union européenne est un principe d'attribution de la compétence qui régit la délimitation des compétences de l'Union. En vertu de ce principe, l'Union européenne n'agit que dans les limites de ses compétences pour atteindre ses objectifs des États dans les traités. Donc, tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'UE relève de celle des États. La même chose est dite à l'article 4 du traité sur l'Union européenne. En France, selon l'article 88.1c, en 1958,
La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité de l'Union européenne. C'est un transfert de compétences certes, mais on en garde certaines tout de même. En Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande, dans la décision du 5 mai 2020, est contre le programme de la BCE car il faut respecter le principe d'attribution des compétences qui implique que le mandat de la BCE doit être étroitement limité pour garantir le respect de la démocratie et doit être soumis à un contrôle de pleine juridiction. L'Allemagne se prononce donc sur l'étendue des compétences de l'Union européenne. Le débat entre la Cour constitutionnelle allemande et la Cour juridique de l'Union européenne, qui détient la compétence ? Une Cour constitutionnelle nationale ou une autre juridiction peut-elle se prononcer sur les compétences de l'Union ? C'est la CJUE qui la détient d'après elle. L'avis 2/13 de celle-ci cite que l'accord d'adhésion de l'Union européenne à la CEDH est incompatible avec le droit de l'Union européenne, qui confère à la Cour de justice une compétence exclusive pour déterminer les compétences respectives de l'UE et de ses États membres. Le débat ici est juridique, mais la question des compétences est une question de fond et il n'est donc pas vraiment une question de droit. Elle dépasse largement le domaine du droit. Ici, le bilan est qu'une compétence est la reconnaissance juridique de la possibilité d'exercer un pouvoir. L'Union européenne n'a pas de compétence générale et celle-ci dépend de ce que les États ont décidé. Les compétences sont attribuées ou conférées pour certaines fins précisées par les traités. L'appréciation des limites de la compétence de l'Union européenne est le rôle des cours constitutionnelles et de la Cour juridique de l'Union européenne. Traité de Lisbonne. Les principes. L'article 1er, le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et la modalité d'exercice de ses compétences. Typologie des compétences, selon les articles 3 à 6 du TFUE. On a tout d'abord les compétences exclusives abordées dans l'article 3. Les compétences exclusives de l'Union européenne sont maigres et précisées dans certains domaines. L'article 2.1 de la TFUE, lorsqu'il y a une compétence exclusive dans un domaine, seule l'Union peut légiférer. La compétence exclusive est limitée, mais il y a plus de possibilités pour les États de prendre des actes contraignants. Les compétences partagées, régies par l'article 4 du TFUE. On a conféré une compétence à l'Union européenne, mais elle n'est pas exclusive. L'Union européenne et les États peuvent légiférer, mais les États membres n'exercent leurs compétences que lorsque l'Union européenne n'a pas exercé la sienne. Les compétences pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, régies par l'article 6 du TFUE. Il y a des domaines de compétences de ces actions qui sont dans leur finalité européenne. L'article 2 de la TFUE, si les actes juridiques contraignants adoptés par l'UE ne peuvent pas être des actes d'harmonisation des droits nationaux dans ces domaines. L'article 2.6 TFUE, l'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine. On a les descriptions des politiques et des domaines dans lesquels l'Union européenne peut intervenir. Il faut donc aller voir chaque politique, chaque programme, chaque traité. Petite illustration. L'existence et la nature des compétences de l'Union européenne pour adopter des mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19. On a tout d'abord la production de masques et autres dispositifs sanitaires, la surveillance des épidémies et le stockage des matériels de détection et de lutte contre ces épidémies, et enfin la circulation des personnes et des marchandises. La compétence de l'Union européenne en matière de santé n'était pas contestée, mais le questionnement de pourquoi elle n'agit pas, son inaction, sa lenteur. L'UE ne peut pas harmoniser les droits, ce sont des compétences de soutien, donc Ursula von der Leyen invoque le besoin de nouvelles compétences pour agir, car l'absence de compétences de l'UE en matière de santé a empêché cette coordination. L'objectif poursuivi à l'échelle européenne, c'est le titre 14 de santé publique à l'article 168, qui est l'ex-article 152 du TCE. Petite synthèse de ce point. La compétence se compose en 3 éléments. Des pouvoirs, un domaine et des objectifs. C'est donc une compétence fonctionnelle. Le traité de Lisbonne introduit une typologie des compétences de l'Union.
Les questions relatives à la délimitation dépendent des dispositions particulières du TFUE, relatives aux différentes politiques. Des recours en annulation des actes adoptés par les institutions de l'Union sont possibles en cas de non-respect par ces institutions de la délimitation des compétences. Ici, on soulignera l'importance de l'interprétation judiciaire du domaine des compétences. Et enfin, troisième et dernier point de cette première section, les compétences sont-elles faussement limitées? On peut défendre que les compétences soient limitées et qu'il y a une attribution des compétences, mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité des compétences à un niveau presque général? Interprétation extensive des compétences de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne. Une interprétation qui peut se questionner. Elle n'est peut-être pas extensive pour tous les domaines, ne pas prendre cela pour un principe systématique. Exemple, le droit du travail et la liberté d'établissement, régis par les articles 49 et 54 du TFUE. Ces articles sont assez brefs. L'interprétation de la Cour est souvent extensive. La Cour de justice de l'Union européenne et l'AGET Héraclis en 2016. La filiale en Grèce veut procéder à un licenciement. Il y a donc besoin d'une autorisation administrative pour licencier, qui n'entre pas dans le champ de la liberté d'établissement normalement. Mais la CJUE l'étend. Si le droit grec est maintenu comme il est, cela va limiter l'élan des entreprises à s'établir en Grèce. La Cour de justice de l'Union européenne en grande chambre. Commission contre la Pologne, 24 juin 2019. Les compétences en matière d'organisation de la justice des États, concernant la loi polonaise abaissant l'âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême. La Cour de justice de l'Union européenne s'appuie sur l'article 19 du traité sur l'Union européenne. Les États membres doivent avoir un système de juridiction et de recours qui satisfait les exigences d'une protection juridictionnelle effective. La Cour de justice de l'Union européenne en grande chambre le 19 novembre 2019. A.K. L'indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême. Ces règles nationales qui sortent du champ de compétences de l'Union sont entrées dans le champ de compétences par l'extension des articles des traités. Le droit existe dans la charte, mais il faut que cela tombe dans le champ des compétences de l'Union. La Cour de justice de l'Union européenne, comment 2018. Cela concerne l'organisation de la famille et les réticences de reconnaître les couples homosexuels. L'Union a une compétence très limitée, notamment au cas de mobilité dans l'Union, pour régler des situations transnationales. Le droit de l'Union est-il compétent face à un couple dont l'un est ressortissant de l'Union, mais avec son conjoint non ressortissant de l'Union? Or, ça n'est pas un conjoint pour l'État d'accueil qui ne reconnaît pas les couples homosexuels. De base, il n'y a pas de compétence de l'Union, mais la CJUE dit que pour les fins de la libre circulation, le conjoint doit pouvoir bénéficier de la libre circulation et d'un titre de séjour en tant que conjoint, selon l'article 21, paragraphe 1 du TFUE. L'Union reconnaît le mariage, mais pour le droit de séjour. Le principe de reconnaissance mutuelle peut justifier certaines reconnaissances dans des domaines où l'Union n'a pas de compétences. La reconnaissance mutuelle est liée à la libre circulation. Les compétences implicites en plus des compétences explicites. La CJUE, l'AETR, en 1971. La reconnaissance implicite de compétences de l'Union. L'accord européen relatif aux équipages de véhicules dans les transports internationaux. La question de qui a la compétence pour conclure l'accord, les États ou la Communauté européenne. Dans l'arrêt, on cite que l'on ne saurait dès lors, dans la mise en œuvre des dispositions du traité, séparer le régime des mesures internes à la communauté de celui des relations extérieures, selon l'article 216 du TFUE. Les voies d'extension des compétences dans le TFUE. Comme exemple, l'article 352, dans les traités, il y a des dispositions qui donnent une possibilité d'aller au-delà des compétences de l'Union en négociant un nouveau traité, ou une clause de flexibilité qui a été elle-même étendue. La CJUE qu'a dit en 2008, pour s'assurer le bon fonctionnement du marché commun, alors que c'est une affaire en matière terroriste. L'article 114 et 115 de la TFUE, ex-harmonisation de la législation européenne concernant la fabrication, la présentation, la vente, la publicité et le sponsoring des produits de tabac.
les compétences de l'Union dans l'article 115 à une majorité qualifiée, une compétence donc qui sera plus difficile à exercer.